thème du retour des années 30 était déjà très présent dans les années 80, en Allemagne comme en France. Et ce que l'on raconte sur cette autre agora, qui n'est pas celle-ci, mais qui est celle, on va dire, des médias installés, est faux à propos de l'Allemagne des années 30, puisque soit on est tributaire de ce que les nazis eux-mêmes ont dit d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils avaient pris le pouvoir de malforce, qu'ils avaient conquis un édifice, qu'ils avaient pris d'assaut une forteresse. Ça, c'est le discours qu'ils ont tenu sur ce moment du 30 janvier 1933 où ils n'ont rien pris puisque le pouvoir, on leur a donné, et on leur a donné véritablement, on leur a offert sur un plateau. Et l'autre discours que l'on entend, c'est celui de l'arrivée démocratique, légale et inéluctable des nazis au pouvoir, avec une consécution mécanique qu'on nous enseigne d'ailleurs dans les manuels scolaires, qui est que la crise financière entraîne la crise économique, qui entraîne la crise sociale, qui entraîne ensuite la fameuse montée des extrêmes, et les deux étant assimilés évidemment, la montée des populismes, etc., etc. Alors tout ça est faux, mais ça a une fonction sociale. La fonction sociale et politique, c'est de faire porter le soupçon sur le suffrage universel. Attention, le suffrage universel peut se révéler dangereux parce que les masses, les gueux, les prolétaires votent mal. La preuve, ils ont élu Hitler. Alors que Hitler n'a jamais été élu à aucun mandat et les nazis n'ont jamais gagné aucune élection nationale en Allemagne entre 1928 et 1933. La deuxième fonction sociale et politique ou médiatique, c'est de faire porter non seulement le soupçon sur le suffrage universel, mais ceux qui exercent le suffrage universel, c'est-à-dire les dites masses. Et les masses sont ignorantes, sont peu éclairées, et donc votent fascistes. Or, je le dis dans le livre, en me référant aux travaux de mes collègues historiens, je n'ai rien inventé, je leur rends hommage et je les cite abondamment. Il y a des études de sociologie électorale qui montrent très bien que la corrélation qui existe entre le fait d'être ouvrier, d'être chômeur et le fait de voter nazi est une corrélation négative. Ce qui veut dire statistiquement que plus vous êtes ouvrier, plus vous êtes chômeur, moins vous votez nazi. Il y a d'autres déterminants au vote nazi, qui sont déterminants confessionnels, régionaux, mais qui n'ont rien à voir avec le fait que des masses ouvrières auraient voté nazi. Ça, c'est faux. On le voit très bien d'ailleurs aux dernières élections véritablement libres qui ont eu lieu en Allemagne en novembre 1932. Le 6 novembre 1932, vous avez des élections nationales au Reichstag, au Parlement, et le bloc arrivé en tête est le bloc marxiste. SPD, c'est-à-dire sociodémocrate, plus KPD, c'est-à-dire communiste. Le SPD se tasse un peu, recule, et le KPD n'en finit pas de monter. Le Parti communiste n'en finit pas de monter. Alors ça peut paraître un peu artificiel de parler de bloc marxiste dans la mesure où le SPD et le KPD ne s'entendent pas bien à ce moment-là, pour des raisons qui ne sont pas celles que l'on dit d'habitude, on pourra peut-être y revenir. Puisque le KPD, le Parti communiste, avait fait des offres concrètes d'alliance avec les sociodémocrates qui avaient refusé. Donc autrement dit, aux dernières élections libres allemandes du 6 novembre 1932, vous avez 37% pour le bloc marxiste, si vous ajoutez 20% de SPD, 17% de communistes, et vous avez un recul des nazis, alors qu'ils sont toujours qui représentent toujours un segment important de l'électorat, puisqu'ils sont à 33%. Mais ils ont perdu en quelques mois, puisqu'il y a eu des élections législatives 3 mois auparavant, il y a eu une dissolution entre-temps, ils étaient à 37%. Ils ont perdu 4 points, ils ont perdu 34 députés, et ils ont perdu 2 millions de voix. Ce qui est beaucoup au niveau national, mais c'est encore pire du point de vue nazi, pour les élections locales, cantonales, municipales, qui ont lieu tout au long de l'année 1932 selon des calendriers décorrélés. On est dans un État fédéral, il y a des élections un petit peu tout le temps sous la République de Weimar. Et ce que l'on constate, c'est que ces élections-là, à l'automne 32, qui se déroulent pourtant dans des forteresses nazies, la Saxe, la Thuringe, le nord de l'Allemagne, eh bien, les nazis sont en décrochage. Mais alors, en décrochage, c'est de l'ordre du dévissage alpin, puisqu'ils perdent 10%, 20 points, 30 points, parfois 40 points. C'est-à-dire qu'à certains endroits, les nazis disparaissent de la carte électorale. Donc, le constat, on va dire, socio-électoral concret, c'est celui-là. C'est le fait que les nazis sont en décrochage. Eux-mêmes ont acté le fait que c'est terminé pour eux. Je le montre dans le livre, les sources le disent bien, Goebbels et Hitler font le constat qu'ils ont échoué, qu'ils n'arriveront jamais à prendre le pouvoir, qu'ils n'arriveront jamais à arriver au pouvoir, et par ailleurs, tous les observateurs et tous les acteurs de la vie politique allemande, qu'ils soient allemands ou internationaux, ont acté également ça.
Léon Blum, on se souvient de ce fameux éditorial du Populaire, le 9 novembre 1932, Léon Blum écrit « Les nazis sont exclus du pouvoir, ils sont exclus de la perspective même du pouvoir ». Ce qui aujourd'hui nous paraît curieux, mais sauf que Léon Blum avait parfaitement raison à ce moment-là. Donc on se trouve face à un problème historique, qui est politique également, qui est que fin 1932, en décembre 1932, les nazis sont finis, et ils le disent eux-mêmes, on peut leur faire confiance pour l'analyse, et qu'un mois plus tard, le 30 janvier 1933, un gouvernement de coalition est formé avec un nazi à sa tête, Hitler, 2 nazis au gouvernement, Göring et Frick à l'intérieur, et 9 ministres qui ne sont pas nazis. Donc c'est un gouvernement de coalition entre la droite et l'extrême droite qui, manifestement, a été élaboré selon des procédures et des processus qui n'ont rien à voir avec le processus électoral. Et alors, justement, qu'est-ce qui provoque ce retournement inattendu en janvier 1933 ? C'est quoi l'élément déclencheur, finalement ? Ou l'accélération, on va dire. Il faut revenir, en réalité, 5 ans auparavant, le temps d'un quinquennat. Il faut revenir à 1928. 1928, vous avez des élections au Reichstag, aux élections législatives donc, et le SPD obtient le meilleur résultat de son histoire sous la République de Weimar. Il est à 30%. Le SPD, c'est-à-dire les socialistes. Le président Hindenburg, qui a été élu 3 ans auparavant, en 1925, et qui n'aime vraiment pas la gauche, et qui considère d'ailleurs même que les socialistes sont de dangereux marxistes, ce qui est assez osé comme perspective, mais enfin, c'est sa conviction, se retrouve la mort dans l'âme, obligé d'appeler à la chancellerie, c'est-à-dire la direction du gouvernement, un socialiste, un social-démocrate. C'est-à-dire qu'à l'époque, on respectait le résultat des élections. Ce qui a un petit peu changé. Mais alors, les circonstances sont intéressantes parce qu'il a mis 3 semaines à se décider, ça rappelle des procrastinations un peu plus récentes, il a mis 3 semaines à se décider et il n'a jamais reçu le social-démocrate qu'il a nommé chancelier, c'est-à-dire Hermann Müller. Très rapidement, le patronat allemand, le RDI, qui est l'équivalent du MEDEF à l'époque, le Reichsverband der Deutschen Industrie, s'est mis en ordre de bataille contre le gouvernement, dirigé par un social-démocrate, parce qu'il y avait des avancées sociales, parce qu'il y avait un conflit, une grève terrible dans la Ruhr, lors de laquelle le gouvernement s'est interposé en faveur des ouvriers. Bref, le patronat allemand a décidé de renverser ce gouvernement. Et dans l'entourage du président du Reich, un petit aréopage de conseillers a décidé qu'il fallait en finir avec ce gouvernement-là, et donc en finir avec la démocratie parlementaire. La décision qui a été prise au printemps 1930, donc 2 ans après, ça a été de faire éclater ce gouvernement, qui était un gouvernement de grande coalition entre les sociaux-démocrates et la droite. Les ministres de droite démissionnent, et on nomme, enfin le président nomme à la place un homme de droite, Heinrich Brüning, à la tête d'un cabinet de droite uniquement, et ce cabinet va mener une politique qu'on dit de déflation, c'est-à-dire une politique austéritaire. Donc, concrètement, on va baisser les pensions, on va baisser les minima sociaux, on va baisser les prestations sociales, on va détruire l'État social et on va augmenter les impôts. C'était la manière la plus paresseuse de répondre à la crise économique qui se développait un peu partout, faire une politique de déflation. Brüning fait ça en Allemagne, les conservateurs britanniques font ça aux États-Unis, en Grande-Bretagne, Hoover fait ça aux États-Unis et Pierre Laval, puis Pierre-Étienne Flandin font ça en France. Ce gouvernement-là ne respecte pas la composition du Reichstag et va gouverner non pas avec le vote du Reichstag, avec le vote du Parlement, mais sur le fondement d'un article de la Constitution, qui est l'article 48 alinéa 2 de la Constitution de Weimar, qui donne les pleins pouvoirs au président du Reich en cas de circonstances exceptionnelles. Les constituants de 1919 avaient prévu le cas possible où il y aurait des événements exceptionnels, pandémie, invasion, catastrophe naturelle, que sais-je, qui viendraient requérir des pouvoirs extraordinaires de la part du président du Reich. Et le président social-démocrate Ebert, entre 19 et 25, avait à plusieurs reprises activé ses pleins pouvoirs. Sauf que là, Hindenburg va décider de signer des ordonnances d'exception, non pas pour faire face à l'extraordinaire, mais pour faire passer l'ordinaire du gouvernement, c'est-à-dire le budget. Les premières ordonnances d'exception sont une gigantesque artillerie juridique très lourde
pour écraser des moustiques, en l'occurrence pour faire passer une taxe sur la bière, une taxe sur le tabac, etc., etc. Donc, il y a un détournement complet de la Constitution, qui est un véritable coup d'État constitutionnel, qui fait réagir le SPD dans un premier temps. Le SPD vote une motion de censure, Brüning est renversé, mais Hindenburg décide de dissoudre le Reichstag tout de suite. Et c'est là que les choses deviennent frelatées, si vous voulez. Pendant que le Reichstag est dissous, et que le nouveau Reichstag n'est pas encore élu, il fait repasser les ordonnances d'exception, sans possibilité pour le Reichstag de les rappeler et de les contredire. Autrement dit, il y a un viol explicite, sinon de la lettre, du moins très ouvertement de l'esprit de la Constitution républicaine, démocratique et parlementaire de Weimar. Donc le but, c'est d'éviter la gauche, tout simplement, et d'éviter la gauche jusqu'au bout, parce que, in fine, de proche en proche, ces gens qui sont au gouvernement, donc le gouvernement d'un côté, le cabinet personnel du président de l'autre, vont estimer qu'il est raisonnable et qu'il est rationnel, au fond, de faire alliance avec l'extrême droite. Parce que, pour faire barrage à la gauche, il n'y a jamais mieux que l'extrême droite. Et